Là, mon gars, tu es parti samedi au revoir. Tu es parti samedi adieu. Hello. Même les enfants sont en train de pleurer. Si tu es mort, écris-moi. Si tu n'es pas mort, écris-moi. Tonton Beko, dans une très belle reprise de Jean-Michel Cancan, chers téléspectateurs. C'est le sosie de l'illustre comédien camerounais qui nous a quittés il y a 2 décennies au Cameroun. On se souvient le 13 février 1997 quand il mourait. Je me souviens, et j'avais à cette époque une dizaine d'années, lorsqu'au poste national on annonçait le décès de Jean-Michel Cancan. C'est une nouvelle qui nous a touchés. Et aujourd'hui, pour commémorer sa mémoire, nous avons décidé de faire un stop pour rendre hommage à ce phénomène de l'humour qu'était Jean-Michel Cancan à travers des documents exclusifs qui reviendront sur sa biographie, son parcours et tout ce qui a caractérisé son existence sur Terre. Alors, chers téléspectateurs, vous faites bien d'être là parce que ce brigadier, nous serons en duplex avec Loé. Il sera en compagnie de l'oncle Otsama. Ils vont décortiquer l'univers de Jean-Michel Cancan, tant sur le style, tant sur le registre. Vous en aurez pour votre compte. Mais nous n'en sommes pas encore là. Je vous propose le docu-fiction réalisé rien que pour vous. C'est dans le grand scénario de Jean-Michel Cancan. Tout de suite et maintenant. En route pour Nkam, le paysage défile sur nos yeux. Notre taxi brosse avale peu à peu le trajet. Ce jour-là, nous nous rendions dans le village natal de Jean-Michel Cancan. Au bout d'1 heure de voyage, terminus, nous sommes en Nkam. Dès notre arrivée, la cousine de Jean-Michel Cancan, très joviale, se remémore des moments vécus avec son cousin. Donc quand il sort là-bas, tout le village est là jusqu'à là-bas. On danse, il y a même encore les là-bas. On danse, de il partage le poisson en route. Il avait une voiture qui avait le micro en haut comme ça. Là. Donc quand il arrive là-bas, tout le monde est au courant qu'il est là. Après cet accueil chaleureux, on était loin de nous imaginer que la suite allait se corser. Sur le chemin du sépulcre, nous sommes stoppés net. Ici, nous sommes persona non grata. Ordre a été donné de ne pas nous laisser filmer, sans aucune réelle raison. Je ne sais pas, vous venez de là-bas. Moi, je ne sais pas, je ne porte pas les vestes, je ne viens pas de la ville, je suis au village. On m'a dit que ça ne doit pas se passer comme ça, que je ne vous laisse pas faire votre reportage. Il faille d'abord que vous allez vous entendre là-bas avec l'autre qui était avec eux, donner la fouda. En caméra embarquée, on retourne dans notre taxi brosse. Chemin faisant, avec une telle subtilité, on capte finalement le cliché de la tombe de Jean-Michel Cancan. Ici, aucune enseigne, ni un monument indiquant la dernière demeure d'un génie. Alors, après toutes ces péripéties, c'était le début d'une aventure qui nous a conduit dans l'univers d'un phénomène, aux performances hors normes, dont l'immensité du talent s'établissait tant sur le plan national qu'international. Eh, monsieur, sortez! On n'entre pas dans un bureau administratif en sifflotant. Allez frapper à la porte. Oh? Allez frapper à la porte. Pourquoi? C'est l'une de ses représentations sur la télévision nationale. Nous sommes en fin de décennie 80. Jean-Michel Cancan était au sommet de son art. Mais tout n'a pas commencé ainsi. Il fait ses débuts dans le théâtre très jeune, dans son village. À Mengemessi, on se souvient de ses petits shows. On faisait des soirées là-bas. On payait soit 25, soit on payait combien là, j'oublie. Parce que ça date déjà longtemps. Finalement,
Il est parti en ville. En ville, il progressait là-bas, il a progressé là-bas jusqu'à ce qu'il est devenu ce qu'il est devenu. C'était pas évident pour lui d'imposer son style. Il devait alors faire face à la réticence de certains. À cette époque-là, il portait le nom de Afadio, un diminutif de son véritable patronyme, Dieudonné Afana Ebogo. Un nom qui lui a été attribué en 1956, lors de sa naissance. Après un parcours scolaire normal, l'enseignant qui était Afana Ebogo délaisse le tableau noir pour se réfugier dans le théâtre, sa première passion. Une passion qui l'entretenait depuis sa tendre enfance. Après Mungemesi, le talent se sent à l'étroit. Il faut conquérir d'autres contrées. Alors la capitale du département est la prochaine étape. À Konolinga, la cote de popularité augmente. Et c'est dans cette ville, en 1976, alors qu'il n'avait que 20 ans, il fait la rencontre de Albert Mbida, par l'entremise de son ami Elanga Moïse. Il me présente donc un monsieur qui s'appelle Afana Dieudonné. Je le vois, je lui dis mais comment je saurais qu'il est très bon. Il me dit tu vas donc écouter l'une de ses cassettes. Il me fait donc écouter l'une de ses cassettes qu'il avait enregistrées parlant, disant qu'il appelle depuis la boulangerie centrale, quartier mis, quand je mets de l'ordre dans la maison, on met le désordre. Ça m'a tellement touché que je lui ai demandé de revenir donc sur Yaoundé pour qu'on puisse enregistrer en studio. C'était le début d'une belle épopée. Le concours de circonstances conduit Jean-Michel Cancan vers la capitale politique Yaoundé, la ville qu'il a révélée aux yeux du monde. L'émission Radio Totoir berce alors les auditeurs avec des enregistrements du duo Massabatré et Jean-Michel Cancan. Disons que les sketchs de Massabatré et de Jean-Michel Cancan étaient préenregistrés. Donc c'est moi qui j'ai présenté l'émission en direct de Radio Trottoir. Et c'était très bien. J'avais même parfois envie de rire quand ils enregistraient. Heureusement, ils étaient seuls dans le studio parce que s'ils allaient souvent enregistrer à côté de moi, ma voix allait souvent sortir, mes rires allaient souvent sortir. Le duo à travers Radio Cameroun faisait un tabac. Chacun de leur style partage de nombreuses similarités. Au sein de l'opinion, une concurrence et une comparaison s'étaient installées. C'est qu'il y avait également cette émulation avec Massabatri que les gens voulaient parfois rendre conflictuelle. Bon, lui, il me disait qu'il n'avait pas de problème avec Massabatré. Il disait même que Massabatré, c'était son père. Il est venu à Radio Trottoir parce qu'on lui avait demandé de venir en soutien à Massabatré et que les gens voulaient les opposer pour qu'il y ait un conflit en continu. Il n'y avait pas de conflit, que Massabatré avait son style et lui avait également son style. Il n'y avait pas de problème. Au fil du temps, le génie de Jean-Michel Cancan s'imposait au public camerounais à travers des enregistrements audio contenus dans des cassettes. Lors des spectacles, c'était salle comble dans toutes les villes du pays où il était annoncé. On devait aller jouer à Bafoussam. Et on nous a fait comprendre là-bas qu'on allait tout casser parce que si M. Afana Dieudonné vient là-bas pour se moquer des gens de l'Ouest, dans leur façon de parler, on allait tout casser. Je me suis dit, bon, moi je ne voyage pas. Il m'a dit, allons, il n'y aura rien. Nous sommes arrivés, la salle était comble. Les 3 spectacles qu'on a produits étaient combles. Et j'ai vu les gens de l'Ouest mourir de rire. Et oui, cet accent du Grassfield qu'avait adopté Jean-Michel Cancan pour construire son personnage. J'avais ces photos quand je montrais ça aux camarades de service, que voilà, Jean-Michel Cancan, c'est quelqu'un de mon village, c'est mon grand frère. Il me disait que non, Jean-Michel Cancan, c'est quelqu'un de l'Ouest. Non, Jean-Michel Cancan n'est pas quelqu'un de l'Ouest. Voilà les photos. Et les Odiaouens. Oui. Et mon badier et Samba. Oui. Tout au long de son parcours, il était considéré comme un originaire de l'Ouest Cameroun. Même ses proches n'arrivaient pas à convaincre les plus sceptiques. Il a rendu populaire l'archétype qui a consisté à reproduire l'homme Bamileke.
l'homme bamileke de l'Ouest Cameroun, a été donc titillé, a été imité, a été mimé par Jean-Michel Kankan. Le secret d'un tel niveau d'imitation, il le garde à Akonolinga. Il a dit qu'il dit, mais qui vous a appris ces choses-là? Il leur a dit que non. J'avais un ami bamileke qui est à Akonolinga. Et donc, je l'entendais souvent parler. C'est comme cela que j'ai commencé à imiter cet accent-là. Au milieu de la décennie 80, c'est l'avènement de la télé. Jean-Michel Kankan marque ses apparitions dans des programmes cultes comme Télépodium. On voit apparaître à l'écran un personnage dont le look vestimentaire, la démarche, la barbe sont à eux seuls des déclencheurs du rire. Un style vestimentaire propre à ce contexte. Le mouvement dans les années 70 était impulsé par Oncle Otsama. C'est parti de ce personnage de Sama qui a beaucoup influencé les jeunes comiques que nous étions. Et on se disait qu'on ne pouvait pas faire rire les gens si on n'était pas maquillé. Donc c'est pour ça qu'on a adopté ce style-là. Un style qui garde tout son sens jusqu'à nos jours. Mon style n'est pas un style caduque aujourd'hui, je suis désolé. Jean-Michel Kankan était dans un personnage. Il interprétait un personnage. À cette époque, l'environnement contribuait à l'émergence de tels génies. Rien n'était fait au hasard. La critique avait droit de citer. Les journalistes veillaient au grand. Si tu fais du mauvais théâtre ou tu fais un mauvais bouquin, ils critiquent. Arrêtez. J'ai dit, bagarrer sans déchirer les habits. Bagarrer sans déchirer les habits. Jean-Michel Kankan, le perfectionniste. C'était une profondeur de texte qui châtillait les mœurs. Des thèmes qu'il abordait toujours d'actualité. Tu parlais avec qui? C'est toi qui me donnes les enfants. Là, M. Kankan, c'était un homme super engagé. C'est-à-dire que ce n'était pas un monsieur qui vous faisait un sketch pour rien. Je vous ai cité tout à l'heure dans les coulisses de l'élève international. Nous avons nos enfants aujourd'hui. Quand vous l'envoyez à l'internat, il vous ramène des bulletins falsifiés. Jean-Michel Kankan avait vu la société longtemps avant nous. C'est-à-dire qu'il avait anticipé sur la société. Tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit en termes de politique, sociale, et économique et tout, Jean-Michel Kankan avait vu venir avant. Vous avez l'impression d'être dans la rue, de vivre avec des personnages et des histoires qu'il raconte au quotidien. C'était du vécu, on se retrouvait mieux et ça impactait mieux encore nos comportements et la psychologie. Ce que Kankan fait, même le grand public s'en rend compte après que c'est des thèmes hyper pointillés et que c'est une façon hyper subtile de critiquer la société, de remettre en cause certains sujets de la société. Ces œuvres ont suscité une curiosité particulière chez les universitaires. Dans les facultés d'art et de culture, on a étudié le style Kankan. Il y a eu des recherches au niveau de l'université. Le théâtre de Jean-Michel Kankan a fait l'objet de nombreuses études. Si vous faites un tour à la faculté des arts et lettres, à l'université de Yaoundé 1 et dans bien d'autres institutions, vous allez voir que les uns et les autres ont pris le temps d'étudier ses créations. Le génie de Kankan faisait de lui un artiste atypique, tant sur ses performances sur scène qu'en dehors. Il surfait au gré de son intuition et de son imagination. Et Def Kemoktoy est entré, je ne sais pas, ils étaient en train de jouer. Et ça lui prend au regretté Kankan de mettre une clé au cou de Def Kemoktoy. Bon, au départ, nous tous on s'est dit que bon, c'est un jeu, quoi. Bon, il fait ses inventions habituelles. Mais non, Def Kemoktoy veut se détacher. Ah non, Kankan dit tu ne te détaches pas. Il sert. Mais une bagarre a commencé sur scène et au grand plaisir du public qui croyait que c'était quelque chose d'arrangé alors que c'était l'intuition de Jean-Michel Kankan. C'est quelqu'un qui savait improviser. Alors il dit, qu'est-ce que... On dit quoi même? Bon, attends-moi là, j'arrive. Et puis il entre dans les coulisses, il prend son texte, il regarde, il boit un coup, il dit bon, maintenant je suis revenu. Il y a lui et Otsama.
Les deux se sont retrouvés dans une pièce de théâtre. Vous comprenez? Ochama dans une pièce de théâtre, Jean-Michel Kankan aussi dans une pièce de théâtre. À un moment donné, les gars ont tourné le spectacle à des autres. Donc ce n'était plus ni le théâtre, ni parce que ce n'était pas son habitude de jouer, mais il fallait voir le spectacle. C'était impressionnant. Rire ou ne pas rire, ce n'était plus le spectacle de théâtre qu'on attendait. Ils ont changé ce spectacle en humour, quoi. On commence très bien avec le texte. Mais je vous assure, à un moment donné, Jean-Michel Kankan laisse le texte et il fait des envolées qui ont soulevé toute la salle. Moi aussi j'ai laissé ma partition, j'ai laissé le texte et je me suis aussi mis dans les envolées. Et c'était une très grande joie pour le public. Donc nous avons laissé nos partitions, nous sommes tombés dans l'improvisation. Mais il était très astucieux hein, sur le plan de la comédie. Et puis il avait cette force d'esprit pour improviser, pour créer des choses de toutes pièces. Sacré personnage. Imperfectible, l'échec d'un spectacle était mal vécu par ce dernier. Il n'était pas content si les gens n'avaient pas rigolé quand il faisait son sketch. Et ça le touchait beaucoup. Quel est votre nom? Kankan. Kankan qui? Jean-Michel. Le fils du quartier Jean-Michel Kankan n'appartenait pas qu'au Cameroun. Son aura influençait l'Afrique francophone noire. Les pays de l'Afrique de l'Ouest vouaient une admiration indescriptible au phénomène. En Afrique de l'Ouest, on pense que Jean-Michel est toujours vivant. Les gens ont du mal à croire qu'il est mort. Vous entrez dans une discothèque, on vous met... Vous entrez dans un bar, on vous fait un mince qui est déjà Jean-Michel Kankan. Vous allez pour faire un spectacle, on vous demande, vous êtes Camerounais, vous dites oui. Et on vous dit, on espère que vous allez faire comme Jean-Michel Kankan. Jusqu'à ce jour au Mali, Jean-Michel Kankan est très populaire. Au Bénin, il est encore très populaire jusqu'à ce jour. J'avais été agréablement surpris. Il y a presque 2 ans, je suis allé jouer au Comores, pas loin de Madagascar, quoi. C'est pas la porte d'à côté. Et quand je suis arrivé, on me dit, vous êtes Camerounais? Pourquoi c'est Jean-Michel Kankan? C'est au Rwanda. Il dit que dans le Mbom, il est arrivé jusqu'au Comores, quoi. Quand vous arrivez dans un pays, vous n'êtes pas facilement identifiable. Il suffit de dire, je viens du pays de Jean-Michel Kankan. Directement, on vous dit, ah, vous venez du Cameroun. Et sur le plan international, ils sont nombreux, ces humoristes, qui ont été influencés par l'icône. Je vais prendre un exemple de Gowou Michel. Gowou Michel qui a toujours clamé haut et fort que son idole à lui, c'était Jean-Michel Kankan. Il est l'icône représentative de l'humour au Cameroun et en Afrique noire francophone. C'est vraiment lui, jusqu'à ce jour, qui continue à être la personnalité la plus populaire et, disons-le, la plus aimée du grand public d'Afrique noire francophone. Au pays, des sosies ont vu le jour et continuent à leur façon de perpétuer le style Kankan. Tufinga se souvient de son premier spectacle avec l'illustre disparu. Mon premier spectacle avec Maman Hélène et Jean-Michel Kankan, c'était à l'Abia. À l'époque, je ne peux pas me souvenir de la date parce que ça fait longtemps. C'était lors des rentrées scolaires. Donc, Jean-Michel Kankan jouait le rôle du Soula et Maman Hélène jouait le rôle de Maman Hélène, donc sa femme consciente. Et moi, je joue le rôle de l'enfant. Tonton Beko, quant à lui, revient sur des situations rocambolesques qu'il a vécues lors de ses différentes prestations. Parfois, quand je vais animer une fête, les mariages, les gens paniquent, il y a même d'autres qui prennent fuite. Dans les années 70 et 80, l'humour, tout comme le football, n'était pas perçu dans l'imagerie populaire comme un métier dans lequel pourrait évoluer un jeune. Et pour Valérie Ndongo, le style vestimentaire et le personnage qu'incarnaient des icônes comme Jean-Michel Kankan n'ont pas contribué à changer ce type de perception. C'est que Kankan, de par son style vestimentaire, de par son style artistique, la société a gardé, a entre guillemets décidé que l'artiste ne peut qu'être clochard, ne peut qu'être ivrogne. Donc je sais que la démarche artistique de Kankan, ce n'était pas de renvoyer l'image là. D'après des indiscrétions, la légende n'aurait pas profité pleinement de son art. Il aurait été alors floué par
par certains opérateurs culturels véreux. Ce qui s'est quand même fait arnaquer pas mal de fois, quoi. Parce que c'était un artiste pur. C'est-à-dire que ce genre de gars, lui, il prenait plaisir à jouer. Il était content de jouer. Du coup, le gars, il ne gérait pas le côté argent. Les gars, sachant cela, le mettent devant, il remplit toutes les salles possibles du Cameroun. Il remplit le palais Congrès, le palais Congrès était la plus grande salle. Tout ceci ne gâchait pas la bonne humeur de Jean-Michel Cancan, très adulé dans son quartier Mvogada, à Yaoundé. Son quotidien, c'était le théâtre, c'était les sketchs. Donc même chemin faisant comme ça, là, tout était en sketch. Donc les blagues, tout. Notre passage ici nous a permis de côtoyer l'environnement de Jean-Michel Cancan. Sa demeure, où il vivait, cet espace de jeu de Songo. Il était un fin spectateur. C'est ici que Jean-Michel Cancan venait. Nous tous on s'amusait ici, on jouait au Songo. Bon, même quand la maladie a commencé, c'était ici que nous nous sommes rendus compte qu'il était déjà malade. Bon, normalement, il était beaucoup plus derrière là-bas, mais c'est ici qu'on se retrouvait tous. Afana Bogo, loin des projecteurs, ne s'enlisait guère dans le star system. Cancan, le luxe, c'est pas lui. C'était pas son truc. Tu loges Jean-Michel Cancan dans un hôtel 10 étoiles, il peut faire il peut faire le tourne d'eau là. Comme on dit là où c'est cool. Alors, et c'était ça du Cancan, il ne se prenait pas au sérieux. C'est vous qui voyez la star devant vous, mais lui, il s'en foutait, c'était un homme normal, lui, c'était l'homme du peuple. Ouais, c'était un sacré personnage. L'humilité caractérisait ce personnage, plein d'humour, de largesse. On garde surtout son souvenir, puis il a construit une église là-bas. Quand il vient ici, il entre partout. Dans les maisons, dans les cuisines, il entre partout. Et de Mangama, quand il sort, il s'arrête ici, il te laisse ta part. C'est comme ça qu'il marchait tout le long de la route. C'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de vrai. Je préfère le mot vrai. 20 ans plus tard, il est toujours aussi célèbre, autant piraté qu'avant. Et 20 ans après sa mort, l'artiste le plus célèbre. Allez au marché Congo, par exemple, demander les disques des comiques les plus demandés, on vous dira Jean-Michel Cancan. Un parcours exceptionnel, des performances hors normes, stoppées net par une volonté funeste de la nature. Quelques mois plus tôt avant sa mort, il était en tournée en Afrique de l'Ouest avec Kegege International. Jean-Michel était déjà sérieusement malade. Parce qu'après ça, il n'a pas fait 2 mois, il est décédé. Même dans sa maladie, il avait gardé son humour, sa bonne humeur. C'était un homme qui, même devant la mort, alors qu'il savait qu'il était presque condamné, il avait toujours le sens de l'humour. Il s'amusait à dire qu'il ne comprend pas pourquoi les gens sont si méchants. Il laisse les riches à côté pour venir s'en prendre à lui, qui n'a même pas grand-chose qu'on puisse lui prendre. On était là aux prémices des signes de la fin d'une légende. Quand je l'ai vu, quand on s'est séparés ce jour-là à Douala, j'avais comme un mauvais pressentiment, parce qu'à Ouaga déjà, il n'arrivait pas à dire tout son texte. Oui, parce qu'il était déjà touché. Il fallait qu'on lui accorde des petits moments de pause, qu'il récupère un peu. Mais il disait non, ça va passer, ça va passer. Quand il disait que je veux mourir. Et finalement, quand il a fait ça n'a pas mis long, il est mort. Quelques mois plus tard, le 13 février 1997, en matinée à Yaoundé, le monument s'effondre. Le décès de Jean-Michel Cancan laisse en émoi tout un peuple et des fans éplorés. Je savais quoi faire à l'instant, j'étais perdu, je ne réalisais déjà pas. Je pensais que j'étais dans un cauchemar et que j'allais me réveiller plus tard, mais à la fin de la journée, on se rend compte que c'est vrai, Jean-Michel n'est plus. Ça m'a tellement frappé parce que Cancan est mort vraiment au moment où il avait encore beaucoup à donner, parce qu'il avait déjà donné. C'était une personne qu'on aimait beaucoup. Et lorsqu'il meurt, ça a été pas très bien pour nous.
pour combler ce vide jusqu'à présent. Juste après, ces obsèques ont été marquées par la présence de personnalités internationales, notamment le ministre béninois de la Culture, représentant son Excellence Mathieu Kéréko, président du Bénin à cette période, par ailleurs ami du défunt. Jean-Michel Cancan alors laisse un héritage immense pour la postérité. Ses œuvres restent gravées de génération en génération. Vous nous retrouvez à l'instant, c'est la deuxième partie de la spéciale sur Jean-Michel Cancan, le phénomène transgénérationnel qui a marqué à travers ces sketchs qui sont toujours d'actualité. Les thèmes qu'il abordait sont de notre vécu, la corruption, la polygamie, le népotisme. Et pour mieux cerner le personnage, ce brigadier est allé à la rencontre de Oncle Tsama. Alors, on va prendre ce brigadier qui est en duplex tout de suite. Ce bruit. Tout à fait, Tommy. Pour parler de Jean-Michel Cancan, il fallait bien qu'on se rapproche de quelqu'un qui l'a côtoyé sur scène et surtout qui a pleine mesure de la scène. Et cette personne, c'est bien entendu Daniel Ndo. Et c'est avec lui que nous avons décidé de faire l'œil de l'Oncle Ontama, une sorte de décryptage de l'œuvre artistique de Jean-Michel Cancan. Et je vous assure que c'est un élément qui sera très édifiant sur l'étendue artistique de ce monstre sacré de l'humour. Je ne vous en dis pas plus. Magnéto. Dans quelles circonstances, elle est disparue. On n'avait jamais eu de problème. Elle est partie comme ça, sans me dire au revoir. Face à la dimension transgénérationnelle et intemporelle du précieux Jean-Michel Cancan, même 20 ans après sa disparition, de nombreux questionnements entourent l'homme et ses œuvres sur le plan artistique. Et question de mieux appréhender le phénomène Jean-Michel Cancan, nous nous sommes mis sur la piste d'une figure de proue de l'univers théâtral au Cameroun. Daniel Ndo à l'état civil, Oncle Tsama à l'état de scène, est un enseignant aguerri d'art dramatique qui a pu se bâtir une renommée sur scène à l'aube des années 70 grâce à son fabuleux personnage burlesque, Oncle Tsama. Ce natif de Ngomendiap est aujourd'hui âgé de 69 ans et il a bien connu Jean-Michel Cancan sur le plan professionnel. J'ai eu l'occasion de jouer en compagnie de Jean-Michel Cancan au cinéma-théâtre à Biard dans les années 80, je pense. Je devais jouer le rôle de ce dignitaire Betty, de ce notable Betty, vendeur de terrain. Et Jean-Michel Cancan, le regretté, lui devait jouer le rôle de ce bon Bamileke qui vient acheter le terrain. À présent, place au décryptage du génie de Jean-Michel Cancan sous l'œil de Oncle Ontama. D'entrée de jeu, chez Oncle Ontama, pouvez-vous éclairer nos lanternes par rapport à la casquette artistique de Jean-Michel Cancan? Est-ce que je suis obligé de frapper? Jean-Michel Cancan est comédien parce que tout simplement il était capable de jouer un rôle, c'est-à-dire qu'il était capable d'incarner un personnage qui lui permettait d'être en collectivité avec d'autres personnages, je peux dire de basse classe, et des personnages qui avaient toujours des problèmes. Et c'est pour cela qu'il était beaucoup plus comédien et non humoriste, comme certains veulent bien lui donner l'étiquette. C'est le comique, et le comique qui a ses phénomènes, qui a des formes, et parmi ces formes, il y a l'humour. Et vous comprenez que dans ces conditions, vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul à faire rire les gens. Par contre, Jean-Michel Cancan, tout comme l'oncle Tsama d'ailleurs, n'ont jamais été seuls quand ils sont sur scène. Bien édifiant, peut-on le dire. Jean-Michel Cancan était aussi doté d'un style unique, ce qui nous pousse à nous interroger sur le ressort comique de son jeu. Cancan, au niveau pédagogique, n'a jamais
reposer son jeu sur la science. Parce que qui dit pédagogie, dit science. Mais qui dit pédagogie, dit aussi intuition, dit aussi imagination. Et Jean-Michel Cancan s'est toujours appuyé sur l'intuition. Et ça lui allait fort bien, parce que tout simplement, Cancan reposait son jeu sur un pressentiment. C'est-à-dire il n'avait pas besoin de réflexion technique au niveau de la dramatique. Non. Il avait une manière automatique, n'est-ce pas, de ramasser son jeu. Je dis bien ramasser son jeu. Vraiment énigmatique, ce sacré Jean-Michel Cancan. Maintenant, intéressons-nous à ce qu'on pourrait mettre au menu du type de son jeu. D'abord, je dis qu'il n'existe pas de jeu qu'on appelle naturel. Jean-Michel Cancan faisait déjà ce que je peux appeler un jeu mécanique. De temps en temps quand même, il revenait dans le jeu vrai. Le jeu vrai que certains, dont maintenant, considèrent comme naturel. Non, je dis bien, sur scène, il n'y a pas de naturel. Il n'y a pas. Il n'y a pas parce que tout ce que tu fais sur scène doit être arrangé dès le départ. Tout doit être arrangé. Et qui doit s'identifier comme vrai. Donc il y a plutôt le jeu vrai et non naturel. Il avait fréquenté avec mon petit frère, il a fréquenté avec mon petit frère. Toi-même, tu connais que ces derniers temps, il y a beaucoup de maladies qui s'amènent. Il y a par exemple le kwashiorkor, il y a par exemple le syncophé. Donc au niveau du registre de langue, il y a beaucoup d'intellectuels qui ont trouvé que Jean-Michel Cancan intervenait d'une manière destructrice à l'éducation des enfants. Cancan le regrettait, lui, il s'est appuyé sur le niveau de langue relâché. Sans qu'il le sache, parce que je vous ai bien dit que lui faisait des choses sans savoir qu'il faisait ça. C'est nous qui tirions, n'est-ce pas, les conclusions qu'a mis sur le plan pédagogique. Mais ce monsieur est fort. Comment il arrive à faire ça alors qu'il n'a pas appris ça? Voilà la valeur intrinsèque de Jean-Michel Cancan. Il faisait donc le niveau de langue relâchée. Et dans le niveau de langue relâchée, il faisait dans le grossier. Et parfois il était familier, familiaux. Oh, je veux faire ceci, je veux faire cela. Il était familier. Parfois il était dans des expressions populaires. Hein? Est-ce que vous avez fait ceci? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que donc, au lieu de faire des phrases, il faisait ce qu'on appelle, en termes pédagogiques de diction, les mots-phrases. N'est-ce pas? Est-ce que tu comprends? Comment tu trouves? Famille, vous voyez comment? Si nous allons sur la base que Jean-Michel Cancan était un adepte de l'improvisation, qu'en était-il alors de son écriture théâtrale? Il était beaucoup plus à l'aise dans des improvisations. C'est-à-dire, il improvisait ses textes. Il se sentait beaucoup plus à l'aise dans ce cadre, je pense. Et que, avec l'expérience, 2 fois que j'ai eu avec lui, une fois au cinéma Théâtre Abia, une fois au Palais des Congrès, je ne l'ai jamais vu s'appuyer beaucoup sur les textes. Je ne l'ai jamais vu compter beaucoup plus sur les répliques des textes. Donc les répliques, ça venait comme ça. Donc, je ne peux donc pas parler même de l'écriture scénique, parce qu'il faut déjà qu'il y ait une écriture dramaturgique pour la rendre scénique. J'avais aimé Yvonne quand j'étais encore avec toi. Depuis que je suis parti de Becdoua, je ne pensais plus à Yvonne. Je parlais d'ivrogne, c'est-à-dire que tu es soulard.
Hélène. Tu m'appelles pourquoi? C'est ton amour. L'amour de quoi? Jean, à la santé. Tous les jours, Cancan. Tous les jours. À la santé. À la santé avec qui? Comment ça? Je remarque avec plaisir que Cancan a respecté la structuration du texte. Merci. La structuration d'une scénette ou d'une pièce de théâtre. Ça veut dire que quand vous voyez le début, deux femmes qui discutent, c'est exactement ce qu'on appelle l'exposition du sujet. L'exposition du sujet, oui, ou la naissance du conflit. Ouais, ça veut dire que Cancan n'a pas laissé l'argent. Ça fait déjà qu'il y aura un conflit. Voilà, il n'a pas laissé l'argent. Et puis, on sent le point d'attaque du conflit. On va voir ça comme il n'a rien laissé. Et immédiatement, il commence à chanter. Et il arrive. Et quand il arrive, non seulement il n'a pas laissé l'argent, mais il vient avec une bouteille en main. Ça veut dire que tout l'argent est fini. D'où la construction, n'est-ce pas, du nœud du problème. On n'entre pas dans un bureau administratif en sifflotant. Écoute-moi quelqu'un. Moi, j'ai entré, au lieu que me recevoir, il me dit qu'on entre. C'est ton bureau. Allez frapper à la porte. Est-ce que je suis obligé de frapper? Il me dit que c'est comme son enfant. D'abord, si je sors, si tu me vois dehors, c'est parce que moi-même je vais sortir. C'est pas que c'est ça qui me fait sortir. Il me dit que on dirait que je suis son enfant. Je crois que là également, il a attaqué directement les mots qui minent notre société. Et c'est également là ce que je dis, sa force au niveau de la thématique, où il prenait à bras le corps, n'est-ce pas, de pouvoir œuvrer pour le changement de mentalité au Cameroun. On peut de ce pas quitter la scène après s'être abreuvé à la source intarissable d'un mastodonte de la scène en la personne de Oncle Ochama, qui a savamment décortiqué pour nous le personnage et les œuvres artistiques du phénomène Jean-Michel Cancan. La suite du programme, c'est avec un enchaînement de rubriques pour marquer d'une empreinte indélébile le niveau exceptionnel de cet artiste hors norme qu'était Jean-Michel Cancan. Alors vous aurez, il les a marqués, ces artistes qui ont été influencés par Jean-Michel Cancan et qui ont même imité cet illustre disparu. Et par la suite, ne manquez surtout pas, et le top extrait, les meilleurs extraits des sketchs de Jean-Michel Cancan. Mais tout de suite, je vous propose de regarder, il les a marqués, et après, on conclut. C'est la période des rentrées. Je n'ai même pas encore acheté un seul cahier. C'est ça qui est en train d'arriver là. C'est ça qui vient déjà là. Et ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Rentrer collé. Même celui qui n'a pas d'enfant, mon enfant. Celui qui a l'enfant, mon enfant. C'est ça qui est revenu. Le passage terrestre d'un illustre artiste engendre presque toujours des vocations. Et en cela, Jean-Michel Cancan a pu, grâce à son génie artistique, devenir la boussole de plusieurs aspirants à l'humour et à la comédie au Cameroun, mais aussi dans nombre de pays africains. Il était alors question, pour nous, de découvrir le pourquoi et le comment de l'influence transgénérationnelle du phénomène Jean-Michel Cancan sur ses congénères. Et pour cet exercice, nous avons mis le grappin sur quelques personnalités de l'humour et de la comédie qui n'ont pas pu résister au virus de cette icône. Il n'y a pas moyen. Ma maman m'avait dit de ne jamais dormir dehors. Puis quand j'ai vu Jean-Michel Cancan à l'œuvre, il faisait rire tout le monde. Bon, on s'est mis à le suivre et à s'inspirer de ce qu'il faisait pour agrémenter ce qu'on avait déjà. Il a beaucoup impacté dans ma carrière et ici au niveau de Yaoundé, chaque fois qu'il revenait d'une tournée, il me disait il faut beaucoup travailler. Et chaque fois que je voulais faire une mise en scène, soit d'un sketch,
il venait toujours au secours. Il me disait, il faut persévérer, tu vas aller très loin. Le talent y est, mais il faut travailler. Cancan était naturel. Vous êtes avec Cancan ici, là, maintenant, là. Vous pensez qu'il est allé faire les besoins. Quand il revient là, il est déjà Cancan. Parce qu'il faut faire le spectacle ici. La Starmania, ce n'est pas son truc. Il aime tout le monde, il est partout. Donc, c'est de ça que moi j'ai reçu de Cancan. C'est pour ça que je l'avais incarné et continue à faire. Parce que moi-même, qui a eu à marcher avec lui, porter son sac, quand je vois ce CD Géry, c'est du naturel. Cancan. Ce qui m'a influencé, ce qui m'a impressionné, c'est son profil de carrière en fait. Parce que là, je parle de carrière, le parcours de l'homme. C'était pas le gars qui jouait en Vokada, qui s'arrêtait en Vokada parce qu'il parlait trop de Vokada dans ses sketchs, mais c'était un monsieur qui était exportable et qui s'est beaucoup exporté à travers l'Afrique. Donc, voilà principalement ce qui m'a influencé sur le vécu de Jean-Michel Cancan, c'est-à-dire un plan de carrière, un monsieur qui peut durer 15-20 ans et vous faire un CV super étoffé. Donc ça, c'est un côté très fort de Jean-Michel Cancan. C'est faux, mon gars. On dit que Malam dit toujours les vérités. C'est faux, mon gars. Malam dit toujours les vérités. Jean-Michel Cancan m'a permis à moi de faire de l'humour, me permet au quotidien de me remettre chaque jour en question, de me dire, est-ce que je serai capable, parce que c'est même le plus grand défi de ma carrière, je me dis toujours, est-ce que je serai capable un jour d'écrire un sketch qui 20 ans après moi restera, 20 ans après parlera aux gens. Quand vous avez la capacité d'écrire un sketch qui a encore un impact véritable sur un peuple, sur une génération africaine, 20 ans après, c'est que vous êtes un génie. C'est un artiste qui m'a tellement marqué, qui m'a donné l'envie d'être humoriste. Et ce que je faisais, c'est que le soir, avec ma mère, les petits frères, les petites sœurs, bref, toute la concession, je les réunissais et je reprenais donc les œuvres de Jean-Michel Cancan. Ma jolie est mot. Franchement, je pense que le temps, 20 ans, c'est très peu pour pleurer Jean-Michel Cancan. On va le pleurer encore et encore. Mon père était fan de Jean-Michel Cancan et moi-même, j'avais déjà quelque chose en moi qui me disait, qui me prédisposait à faire ce métier d'humoriste. Donc j'étais très friand des œuvres humoristiques. C'est ainsi que j'écoutais les cassettes de mon papa, j'écoutais ses disques et je suis tombé fou d'un sketch de Jean-Michel Cancan, La voiture dans l'eau, qui était un grand succès à l'époque. Et mon rêve à partir de ce moment, c'est de devenir comme lui. Et pour moi, le rencontrer, c'était carrément l'impossible. Ça devait carrément l'impossible. Vu cette superstar que tout le monde aimait, on écoutait dans tous les foyers au Cameroun. Et pas à tous les carrefours, tu n'entendais que Jean-Michel Cancan. Dans les bars, il n'y avait que Jean-Michel Cancan. À la radio, il n'y avait que Jean-Michel Cancan. Et bien, franchement, je ne pouvais pas rêver de rencontrer comme ça. Donc, mon premier contact, c'était à travers ce sketch. Et tout de suite, j'ai senti monter en moi cette envie de devenir humoriste. Et pourquoi pas de rencontrer un jour. Dans mon esprit, il y a des bribes de Jean-Michel Cancan qui, sans le vouloir, a influencé ma carrière d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense que le souvenir à retenir, l'impact que Jean-Michel Cancan a eu sur moi, c'est qu'à partir de lui, j'ai aussi à comprendre que l'on peut faire rire sans insulter, sans traverser la voie, et l'on peut conscientiser à travers les œuvres. Mademoiselle, quand moi je t'appelais, tu ne voulais même pas regarder derrière. Toi-même, tu connais, les filles m'appellent ici, comme n'importe qui, comme n'importe comment. Quand j'ai entendu quelqu'un qui m'appelle, je ne savais pas que c'était ça. Moi j'avais même déjà honte parce que quand je t'appelais, tu ne voulais même pas regarder derrière. Mama,
que je te demande. Ah, ne me perds pas le temps, les clients m'attendent, pardon. Les clients m'attendent. Quel client? Qui a un boutique? Mais tu ne savais pas? Vous ne pouvez pas partir, madame. Ça ne te fait pas honte? Qu'est-ce que tu racontes là? C'est la vérité? Mademoiselle, ne prenez pas l'habitude d'accepter les pots des gens que vous ne connaissez pas. Elle me connaissait. Elle me connaissait. Elle me connaissait. Mademoiselle, chef, prenez aussi la peine de vous balader avec vos pièces d'identité. Sinon, la prochaine fois, je ne vous laisserai pas. Donc, cette fois-ci, tu vas lui laisser. Allez, vous pouvez filer à présent. Merci, chef. Tu dis merci? Tu dis merci, hein? J'ai bu une jar. J'ai bu une jar. Et c'est comme ça que tu vas mourir une jar. Arrêtez-moi tout. Qui a organisé? À quelle occasion? Je demande plein. Tu es souvent comment quand tu as organisé un réveillon chez moi? Tu es souvent comment? Ton fils est sorti premier de sa classe. Il est sorti premier de sa classe. Où? Mais dans son établissement. C'est toi son directeur? Je ne suis pas son directeur, mais il m'a dit qu'il est sorti premier de sa classe. Je n'ai aucun problème. Excusez-moi, monsieur le sous-préfet. Tu as écrit quoi? Il a dit qu'il a été premier de sa classe, papa. C'est tout? Putain de moi, vous voyez bien, vous me laissez. Il a dit anglais. Mais anglais. Un anglais. Tu as eu combien? 19,5 sur 20. Qu'est-ce que le mec a dit? Élève sage et intelligent. Comment ton fils? Conduite. Tu conduis déjà? Non, papa, c'est le comportement de l'élève au sein de l'établissement. Et alors, le directeur ne m'a pas envoyé quelque chose? 19,5 sur 20. Ouais. Élève droit comme une aiguille. Très bien, mon fils. Ensuite? Très bien, mon fils. Excusez-nous, monsieur le sous-préfet. Voilà ton bulletin. Papa, c'est pas mon bulletin. Voilà ton bulletin. Papa, j'ai dit que ce n'est pas mon bulletin. J'ai dit que, hein, voilà ton bulletin. Papa, ce n'est pas mon bulletin. C'est la honte, hein. C'est la honte que le tue. Comme les trains machines. Dis-moi les choses. Technologie. Technologie. 18 sur 20. Qu'est-ce que tu disais? Bon élève. Ouais, comme ta mère. Ensuite? Technologie. Technologie. 0,1 sur 20. Jamais à 3. Après? Élève arrogant et impoli. D'ailleurs, là voilà qui arrive. À 9h. Elle a même failli nous cracher sur le visage. Elle arrive à 9h et elle n'a même pas notre temps. Ça, vraiment. Le docteur peut voir. Le docteur ne reçoit que sur rendez-vous. Mais vous avez rendez-vous avec le docteur? Est-ce que la maladie a un rendez-vous avec nous? Ah, monsieur, vous perdez votre temps, mais le docteur ne peut pas vous recevoir. Et c'est toi qui gagne ton heure. Lui, il va me recevoir. Bon, d'accord, je m'en vais dans mon laboratoire. Je verrai qui va vous occuper de vous. C'est la dernière fois. Je m'en vais dans mon laboratoire. Je m'en vais dans mon laboratoire. Mon frère, tu as bien parlé. D'abord, est-ce que tu sais même pourquoi on ne trouve pas les docteurs dans les hôpitaux? C'est parce qu'ils vont travailler dans les cliniques privées pour avoir beaucoup d'argent. Ils vont travailler dans les cliniques privées. Est-ce qu'ils ne peuvent pas ouvrir les propres cliniques? Quand vous dites qu'ils vont travailler dans les cliniques privées, et là, les malades, tu te sauves, tu vas voir quelqu'un, il a le chantier à Jean-Mélan, il a l'autre à Golou, il a l'autre à Mimoa. C'est comme ça. Oh, Massabaté. Oh, mais ça fait longtemps. Non, je veux que tu m'aides un peu pour me prêter l'argent. Bon, ça dit que je jure que tu vas me donner, tu vas me bourser mon argent avec intérêt 50%. Je vais te bourser ton argent avec intérêt 50%. Quand je regarde ton yeux, ça ressemble à l'essai de quelqu'un qui veut me croquer. 1, 2. J'arrive au stationnement. Quel cas que je peux savoir, c'est le même cas. Au cas de M. Tanzon. Au cas là, c'est au cœur qui me parlait. Mon corps m'avait dit monte. Mon cœur me dit descend. Mon corps me dit monte. Mon cœur me dit descend. Vous faites quoi à l'école? Anglais. En anglais, tu as eu combien? 19,5 seulement. Très bien. Oh, monsieur le sous-préfet. Excusez-nous.
Après, conduite. Hey, tu conduis déjà? Non, papa, c'est le comportement d'un élève au sein de l'établissement. Ah, combien? Papa, 20 sur 20. Bon, on a pris la voiture, on est parti, Matouarang, on s'est retrouvé dans les Sissongo. Je crois que c'est là que j'ai perdu ma carte d'identité nationale. Je retrouve tonton Beko qui est toujours en larmes pour conclure ce programme, chers téléspectateurs. Il faut dire que Jean-Michel Cancan a laissé en émoi de nombreuses personnes. Un phénomène qu'était Jean-Michel Cancan à travers son talent, à travers son génie. Il a marqué l'Afrique tout entière avec ses sketchs. Jean-Michel Cancan reste gravé dans nos cœurs. Et tonton Beko, on va garder le sourire, tonton Beko. Jean-Michel Cancan reste toujours vivant. Et il est toujours avec nous. Ce phénomène de l'humour. À bientôt.